Sofia, 24 janvier. D'habitude, je ne sors pas à cette période de l'année, mais je me fais une exception pour un week-end hivernal en Bulgarie. La voirie bulgare est toujours fidèle à elle-même. Si je suis ici, c'est parce que je compte aller demain au festival Surva à Pernik, à proximité de Sofia. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'autre film. Voici le boulevard de Bulgarie qui se dirige vers le sud de la capitale. J'attends mon pote bulgare Neno qui va m'accompagner dans mes pérégrinations dans les Balkans. Et voici le somptueux immeuble dans lequel il loge. Son appartement, il l'appelle le Versailles bulgare. Il était question ce matin d'aller sur les pentes du mont Vitosha, mais vu qu'il y a le brouillard, à mon avis, ça va être une journée musée. Sofia se modernise, ça n'est plus l'époque communiste. On a pris la décision d'aller quand même au Vitosha et on va prendre le bus. On va se retrouver à 2000 mètres d'altitude. En Bulgarie, il y a énormément de passages souterrains pour franchir les rues. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais en fait, en Bulgarie, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Quel luxe! Certes, la capitale bulgare n'est pas luxueuse comme Paris ou Vienne, mais il y a des éléments par contre qui sont vraiment très récents, comme le métro qui, là, réellement est très luxueux. Très propre en tout cas, j'ai eu l'occasion de le prendre hier. Voilà le bus pour le Vitosha. On longe le parc Eugène, parc sud de Sofia, que j'avais filmé jadis. Le centre Paradise, un centre commercial nouveau à Sofia. Une météo pas terrible, mais mon pote bulgare a consulté la météo et apparemment, sur le Vitosha, il fait beau. J'espère pour lui, sinon gare à ses fesses. On va à Aleko. Je progresse en cyrillique. Je sais maintenant qu'un V à l'envers, c'est un L. Un monde fou à 8 heures du matin pour aller sur le Vitosha. Né à Varna, troisième ville de Bulgarie, la chaîne Happy est une excellente chaîne de restaurants ici. Je me régale à chaque fois. On parcourt le boulevard du Pic Noir. Et le Pic Noir, c'est le plus haut sommet du mont Vitosha. Et nous voici dans le Vitosha et tout change. Le soleil est là enfin. Et vous allez voir de très belles vues. Le samedi, les Sofiotes se rendent en masse sur le mont Vitosha. On n'est pas très loin du Pic Noir. Le temps est cette fois-ci idéal, soleil et il n'y a pas de flocons qui tombent. On va se prendre un petit déjeuner et ensuite exploration du coin. Ah, que voilà un petit endroit cool pour se ressourcer. On est au-dessus de la mer de nuages dans laquelle se trouve la capitale. C'est chez Moreni. Très bonne adresse.
Nous avons mangé des toasts constitués d'une tranche de pain de mie, de mozzarella, d'omelette et de confiture de myrtille. Neno pense que c'est le pic noir, mais il n'en est pas sûr. Nous sommes déjà à 1680 mètres d'altitude. Les grands classiques hivernaux. Je ne suis allé qu'une fois dans ma vie au sport d'hiver, à Morzine-Avoria. Mon pote bulgare me dit que dans sa montagne, on n'a pas la tradition des fondus, ni de la raclette. Il va falloir instituer ça. Il y a de bons fromages bulgares, le Cyréné et le Kashkaval. Le Cyréné, c'est le fromage blanc, il ressemble à la feta grecque. Le remonte-pente est assez lent quand même. Donc Cyréné, fromage blanc, et le Kashkaval, c'est le fromage jaune. Et Kashkaval est un nom turc. De Gaulle a dit de la France: comment voulez-vous gouverner un pays qui a autant de fromages? Eh bien, en Bulgarie, s'il n'y en a que deux, ça doit être plus facile. Avec un pareil chapeau, je ne risque pas de perdre mon pote bulgare. Est-ce que monsieur Adolf Hitler serait en train de skier? Nous pourrons toujours regarder mon film YouTube au Soldaten Kino. On est dans la direction du village Bistritsa. Il y a ici une petite église montagnarde. Est-ce qu'elle est ouverte? Eh oui. Émouvante dans sa simplicité. Une tour lanterne, comme dans ma Normandie.
La mort de la Vierge. Jolie vue sur Sofia embrumée, à l'arrière de l'église. Bon, nous, on va poursuivre par là. La journée qui commençait d'une façon plutôt tristouille me paraît beaucoup plus agréable à présent. Je ne connais même pas le nom de cette petite église. Renseignement pris auprès des skieurs bulgares, c'est bien le pic noir là-haut. Le Tsernivret. Comme c'est pratique à cet âge-là. Après cette escapade matinale au soleil, nous allons redescendre dans la purée de bois. Tout le bulgare n'est pas difficile à comprendre apparemment. Le Vitocha est une pluie d'or pour les commerçants locaux. En effet, Sofia est juste à côté et c'est donc une agglomération de 1 million d'habitants qui est potentiellement intéressée, concernée par les sports d'hiver. Nous voici revenus dans le centre de Sofia. Mon ami bulgare me dit qu'il y a 10 ans ici, il y avait des vaches. Tout vient de se construire. Un petit coup de métro au Sofiot. Nous avons pris le métro et donc nous voici sortis à la station Teatralna. Il faut convenir qu'il n'y a rien de très beau ici, mais il paraît qu'à côté, il y a une rue dite Oborište qui est très agréable à voir. Un peu de couleur dans cette grisaille. Boulevard de Madrid. Et voici la fameuse rivière Perlovska qui arrose Sofia. Toujours le boulevard de Madrid en sens inverse. Derrière les arbres, l'académie musicale. Un bâtiment manifestement de l'époque communiste. Le lycée espagnol Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. Il ne se reconnaîtrait pas. Voici la rue Oborište, qui commence par 2 beaux immeubles identiques. La rue est déjà plus agréable à l'œil, et serait encore plus agréable au printemps avec le feuillage. La voirie est toujours aussi improbable. L'ambassade d'Irlande, en Bulgarie. Voici un bâtiment nouveau qui a émergé de terre récemment rue Oborište.
À proximité, il y a l'église Jean XXIII. C'est une église catholique en Bulgarie, pays qui est plutôt orthodoxe. Rectification, c'est l'église catholique Saint-François d'Assise. J'ai été trompé par l'inscription d'à côté avec Jean XXIII. C'est cette librairie qui porte ce nom. Allons voir l'église Saint-François d'Assise. C'est comme en Slovénie, elle est fermée. Il y a simplement une porte en verre qui permet de voir l'intérieur. C'est plus intelligent qu'en France, quand les églises sont fermées, on peut quand même les voir. Il serait temps de renouveler le drapeau. La rue Oborichte, où nous nous trouvons, se dirige vers la cathédrale Alexandre Nevski. C'est une rue où se trouvent les ambassades. Bâtiment à pilastres. Ici, on peut boire un café sous des dômes en plastique. Là, ça fait plus Alsace par là. L'ambassade des Pays-Bas. L'ambassade de France en Bulgarie. Parmi les ambassadeurs de France en Bulgarie, il y a eu Jean-François Parrot, qui était également écrivain. C'est lui qui a fait la série Les aventures de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous Louis XV et Louis XVI. Nous voulions visiter la résidence de France à Sofia et on ne se doutait pas qu'il allait y avoir une pareille affluence. Est-ce que nous allons pouvoir assister au repas de l'ambassadeur? Une grande déception, on ne pouvait pas filmer les pièces très intéressantes à l'intérieur de la résidence. Il est question d'un grand repas qui a été donné par François Mitterrand en présence de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, pendant son double septennat. J'ai pu prendre un petit prospectus de la résidence de France à Sofia. Je vous montrerai ce soir quelques images intéressantes. Voilà, j'intercale tout de suite dans le film quelques photos que je vous montre de cette petite brochure. Donc vous reconnaissez la résidence de France, le bâtiment culturel donc de l'ambassade. La brochure montre des photographies en couleur d'aujourd'hui et également des photographies en noir et blanc datant de 1963. L'entrée de la résidence de France de Sofia. Le hall d'entrée avec l'escalier qui permet d'accéder à l'étage. Au rez-de-chaussée, une très belle bibliothèque. Ça a dû plaire à François Mitterrand qui aimait les livres.
Vue de la bibliothèque depuis le salon. Éléments de la salle à manger. Le 12 janvier 1989, François Mitterrand avait organisé un petit déjeuner avec 12 dissidents bulgares. Il était accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. La Bulgarie a été dirigée par un régime communiste du lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusque à la fin des années 80 par Todor Zhivkov, qui ensuite a été placé en résidence surveillée. Nicolas Sarkozy est venu également au moment de la libération des infirmières bulgares qui étaient détenues en Libye. Ici, on peut voir Valéry Giscard d'Estaing, mais qui n'était plus président à ce moment-là. C'était en 2009. Il était venu à Sofia pour saluer l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne. À l'origine, la résidence de France était la propriété d'un dirigeant de banque, Angel Kuyumjski, qui avait acheté donc cette résidence et y a vécu de 1929 à 1936. En 1946-1948, l'écrivain Romain Gary était secrétaire à la légation de France à Sofia et il a gardé un excellent souvenir de la Bulgarie, même s'il a vu la mise en place de la dictature communiste. Ici, Romain Gary, alias Émile Ajar, plus tard, avec son épouse, à Sofia. Dans son ouvrage de 1974, La nuit sera calme, il dit au sujet de ce séjour « J'ai gardé de la Bulgarie un très beau souvenir ». Il poursuit en évoquant à la fois le charme du pays, mais aussi la sévérité de l'époque à l'égard des opposants au régime communiste réprimé. Les hivers étaient éblouissants de pureté, le pays très beau, le peuple d'une grande gentillesse. Les gens disparaissaient, on n'entendait plus parler d'eux, certains réussissaient à fuir. Voici le portrait d'un juste qui figure en bonne place dans la résidence de France. Il s'agit de Léandre Leguet. En 1876, les Bulgares se sont insurgés contre l'occupation ottomane qui durait depuis 5 siècles. Les Ottomans voulaient mettre le feu à Sofia. Et donc la représentation diplomatique française, avec Léandre Leguet, s'est interposée et donc a demandé aux autorités ottomanes de n'en rien faire. Le geste a touché les Bulgares et il y a une rue qui porte son nom encore aujourd'hui. Ça me fait penser à ce Français dont j'ai honte d'avoir oublié le nom, qui est intervenu pendant la Seconde Guerre mondiale auprès des autorités américaines pour qu'elles ne bombardent pas la ville de Kyoto au Japon. En 2007, Sylvie Vartan est venue à la résidence de France. Vous savez que la chanteuse est d'origine bulgare. Elle a d'ailleurs chanté la Maritsa, un fleuve bulgare qui coule à Plovdiv. Le dessinateur caricaturiste Plantu fait un petit dessin sur l'amitié franco-bulgare. Voilà, et j'ajoute que j'ai commis une petite erreur tout à l'heure. Jean-François Parrot, l'écrivain auteur de Nicolas Le Floch, n'a pas été ambassadeur de Bulgarie, cependant il était bien à Sofia en tant que conseiller d'ambassade. On se rend vers la galerie des Beaux-Arts.
À proximité, la maison des fraises. Une maison qui a été vendue une forte somme et qui va être retapée. Dommage que j'arrive trop tôt. Ce sont des multimillionnaires qui ont racheté cette maison. Mais il y a du travail. La rue Auboricheté longe un parc qui évidemment aurait plus d'intérêt en avril-mai. L'ambassade de Croatie avec des éléments d'art nouveaux, non déco. Là-bas, l'université. Centre culturel et d'information de la République de Macédoine du Nord à Sofia. Nous sommes tout proches de la cathédrale Alexandre Nevski. Le monument du patriote Vasil Levski qui a été pendu par les Turcs. Je ne sais pas si pour un édifice orthodoxe on parle de chevet. En tout cas, si c'est le chevet, moi je l'aime mieux de ce côté-là, la cathédrale. Et nous voici devant la Galerie nationale des beaux-arts. Je vous l'ai déjà montré, mais je ne l'ai jamais visité. J'espère qu'on ne va pas encore me faire le coup de me dire interdit de filmer. Et voici Zahari Zograff qui a fait les fresques stupéfiantes du monastère de Rila, que vous pouvez voir dans un de mes films. Et quand je dis stupéfiante, il faut vraiment voir le film. C'est incroyable. Là-bas, l'église Sainte-Sophie. La Galerie nationale des beaux-arts a fait l'objet d'une restauration. Il y a quelques années, elle n'avait pas une grande réputation. On va voir ce que ça donne. Là, ce sont les collections permanentes, mais il y a un autre endroit pour les expositions temporaires. Justement, à propos d'expositions temporaires, en voici une sur Christo. Mais oui, souvenez-vous de Christo, un artiste bulgare qui notamment avait emballé le Pont Neuf à Paris. Ça doit vous dire quelque chose. Eh bien, les enfants, voici une excellente nouvelle. Il est permis de filmer le musée. Naturellement, on trouve ici beaucoup d'œuvres d'artistes bulgares, mais il y a également du Auguste Rodin, du Gustave Courbet. J'ai hâte de voir ça. Rodin nous a fait un penseur, et là voici une penseuse. Le peintre Pavlovitch nous compose ici une œuvre un peu naïve. Double indication bulgare-anglais.
Paysage de forêt de Tsokev. Mariola Dospevska. C'est son mari, apparemment Stanislas Dospevski, qui a réalisé le portrait de son épouse. Portrait d'Elisaveta Chalakova. Portrait de Stéphane Zahariev. Une vraie réunion de pop. Cette sympathique jeune femme s'appelle Théophana. Autoportrait du fameux Pavlovitch de tout à l'heure. Là aussi, mais manifestement plus jeune. Anastasia Peskovitch. Le portrait date de 1872, c'est-à-dire que la Bulgarie était encore dans l'Empire ottoman à cette époque. Tsvetan Radoslavov. Il a encore ses cahiers d'écolier sous le bras. Petar Beron, un lettré. Dimitar Pavlovitch. Pour nous changer un peu de la peinture. Cette œuvre est intitulée Une Florentine. Portrait de jeune femme. Autoportrait d'Ivan Dimitrov. Ekaterina Zografska. Dimitar Zograf. Il ne faut pas confondre avec Zohari Zograf. Portrait d'une fille russe. Ça ne rigole pas, hein. Elle a dû être éduquée par Poutine. Portrait de l'épouse de l'artiste Raffaele Cecoli. Portrait de Skanderbeg. S'agit-il du héros national albanais? Portrait de fille. Je l'aurais parié. Autoportrait de Dimitar Dobrovitch. Buste de femme. Une œuvre intitulée Les années difficiles. Il faudrait vraiment que je les trouve un couvre-chef comme ça. J'aurais un succès monstre au Havre. Un visage bien avenant. Le prieur Bogomil. Autoportrait d'Anton Mitov. Portrait de Stoyan Zaimov. Et voici Ivan Shishmanov. Christo Danov, quant à lui, paraît un peu prognate. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il fait bon gésir de temps en temps. Le retour du marché en 1898. La retraite des Turcs à Lüleburgaz en 1914. Signalons que la Bulgarie n'est entrée dans la Grande Guerre qu'en 1915 seulement.
Et elle a été vaincue à la fin. Admirons ces cavaliers de montagne. Étudiante de Munich. Est-ce que ce sont des arbres pétards? J'en ai bien l'impression. Ivan Mrkvitchka, avec des petits points. Serait-ce de l'impressionnisme? Buste d'Elena Tantilova. Le jour de toutes les âmes. Serait-ce la Toussaint? Ou le jour des morts? Représentation de la princesse Marie-Louise, 1900. Princesse qui donne son nom à un boulevard à Sofia. Portrait du métropolite Grégorius. Voici un buste du tsar Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était tsar au tournant du siècle, du 19e et du 20e siècle. Tsar funeste, il a entraîné la Bulgarie dans les guerres balkaniques, puis dans la Première Guerre mondiale que la Bulgarie a perdue. Vlatko Vazov. Fille avec son rouet. Jeune gardien de vache. Le marché des porcs. Et danse typique bulgare. Fumeur. Portrait d'un apprenti de Riga. Le tableau est de Zahari Zograf, mais il ne présage en rien des splendeurs de ce qu'il a pu peindre dans le monastère. Portrait d'Ivana Nenova-Karoleva. Là, c'est vraiment un petit tableau. Il me semble reconnaître le personnage central. Portrait de Christiana Zografska. Voici le fameux Zahari Zograf dont je vous rebats les oreilles dans un autoportrait. Il n'aura pas vécu très longtemps, il est mort à 43 ans, 1810-1853, et il n'aura pas vu l'indépendance de la Bulgarie en 1878. Si la Bulgarie est devenue indépendante en 1878, il a quand même fallu attendre 1908 pour que cette indépendance soit reconnue pleinement par toutes les puissances européennes. Portrait de grand-mère Douna. Je ne sais pas si elle possédait la recette des doubitchus qu'on roule sous les aisselles. Autoportrait de Christo Tsokev. Portrait d'une fille de profil. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans le bras, qui me paraît un peu disproportionné. Ce portrait est par contre très réussi, la fille de Rangabé. Cet homme porte un nom si difficile à prononcer que j'y renonce.
Portrait de Georg Dimitrov Zograf. C'est pas le même Zograf que tout à l'heure. Village du district de Samokov. Moi aussi, ça peut m'arriver le matin de faire ça. Par ici, on change de registre. À mon avis, il ne va pas s'envoler. Vous auriez peut-être voulu que je filme un peu les explications, mais bon, excusez-moi, je manque un peu de temps. Je sais pas si c'est une râpe à fromage. À mon avis, c'est un plagiat de L'origine du monde de Gustave Courbet. Pour ceux que ça intéresse, la grille d'aération dans le musée n'est pas mal non plus. Une vierge à l'enfant dans un style un peu inhabituel, faut bien en convenir. De même que cette crucifixion. L'art est aussi à l'extérieur. Montons au premier étage. Autoportrait d'Elizaveta Konsulova-Vazova. L'autoportrait date de 1925, d'où son aspect très année folle. Une toile de 1919, L'optimisme. Autoportrait d'Elena Karamihailova. Vous vous souvenez de la fille de tout à l'heure de 1925. La voici dans son portrait en rose. La tête de l'artiste Nicolas Marinov. Portrait d'une femme polonaise. Mère et enfant. Femme au pluriel. Anxiété maternelle. Portrait de fille. Pia. Frédérica.
c'est la femme de l'artiste Nicolas Marinov, dont on vient de voir le buste il y a quelques instants. Gitane à la pipe de Philippe Maliavine. Je ne peux pas dire tous les auteurs. N'hésitez pas à venir visiter le musée des Beaux-Arts de Sofia pour tout renseignement complémentaire. Femme au voile. C'est encore Philippe Maliavine qui l'a peinte. Les visiteurs ne se bousculent pas. Composition de 1950. Petit garçon. Portrait de ma sœur Magda par Elena Karamihailova. Un autre portrait de Magda. Fille avec une poupée. Changement de registre à présent. Cette pauvre femme semble souffrir d'un ictère. À mon avis, les enzymes du foie sont explosées. J'ai beau regarder, cette œuvre s'appelle Raymond. Elle ne s'y serait pas attendue. Elle est de Marcel Gimond. Quant à ce tableau, son évidence vous aura sauté aux yeux. Je vous le confirme, c'est un paysage de Dordogne. Vous voyez que je ne vous raconte pas des salades. Enfant. Et voici un autre tableau du même artiste, Hermine David, Paysage. Voici le port d'Alger, par Albert Marquet. Le même a peint ce très beau tableau, Les falaises rouges. Serait-ce l'Estérel? Portrait de jeune femme de Jules Passin. Les Français sont représentés dans ce musée. Quant à ce tableau, ne nous trompons pas, il n'est pas carbonisé, approchons-nous de près. Approchons-nous de près, c'est un pléonasme, ça. Approchons-nous. Il s'agit d'un portrait d'homme de Georges Papazov. Portrait de Théodore Paladis. On retrouve mon préféré Albert Marquet, encore le port d'Alger. Et ici, un tableau, tenez-vous bien, de Suzanne Valadon, la mère de Maurice Utrillo. Vase avec fleurs.
Jules Passin nous a peint Hermine David, la peintre des enfants et du paysage de tout à l'heure. Peinture que j'ai trouvée quand même assez médiocre. Celui-ci me semble absolument indescriptible de démence géniale. Mais voici une statuette de Bourdelle. Il me semble bien qu'il y a un musée Bourdelle à Paris. Un jardin d'André Lanscoy. Nature morte. Jeune femme assise. Buste de l'artiste Nicolas Petroff. Fille nue de 1911. Ce n'est pas Brigitte Bardot dans le film de Godard. Jolie composition de rivière. Et voici une toile d'Édouard Vuillard qui me touche particulièrement parce qu'elle représente en fait l'étendue de plage de Vazoui. Et Vazoui se trouve entre Pennes-de-Pie et Honfleur, donc sur la côte du Calvados. Comme j'habite Le Havre, je connais Vazoui. Ce tableau est intitulé Chépinot. Je ne connais pas ce village. Serait-ce dans la Stara Planina? Mystère. L'église Sainte-Sophie, donc de Sofia, en 1909. Vase avec des motifs antiques. Pas en toque. Joli tableau de Sofia en 1911. Il s'agit du pont des Lions. Vous savez qu'il y a également le pont des Aigles. Je vous l'ai montré dans des films antérieurs. Portrait de la femme de l'artiste Nicolas Petroff. Un pré après l'orage. Le tableau est d'un Français, Henri Moret. Matin brumeux. Apparemment, ça doit être en Bretagne. Le même a fait le château de Rue-Stéphan à Pont-Aven. Je vais un peu plus vite à présent car mon pote bulgare va s'impatienter. C'est la toilette. J'ai cru un instant qu'elle consultait son smartphone. Composition. J'ai cru que c'était Belphégor. Faune et nymphe. Scène de la mythologie. Un tableau de Millet, jeune femme. Eugène Carrière, la coiffure. Un bronze de Jean-Philippe Carpeau. Jeune femme brodant dans le jardin. Et voici Auguste Renoir. Une tête de femme, 1904. Une autre tête de femme, mais cette fois-ci par Eugène Carrière. Sultana Surigen, nue, 1934. Cette petite pièce est d'Auguste Rodin.
On ne saura pas qui est cette jeune femme dépoitraillée, si ce n'est qu'elle a été peinte en 1912 par Émile Bernard. Cette étude est d'Auguste Rodin. Plutôt inquiétant, non? Manifestement, Aristide Maillol les aimait calipiges. Quelques poissons. Tableau de Jean-Louis Forain dans l'église. Sûrement une ville française. L'Eda d'Aristide Maillol. Maxime Maufra par la mer. Le quai de Messandrie. Le petit restaurant d'Albert André, 1937. Bien avant, en 1901, il avait peint La femme à la cuisine. Mère et enfant, de Théophile Alexandre Steinlen. Femme de l'artiste Eugène Carrière. Femme au corset d'Eugène Carrière. Portrait féminin de Albert Bénard. Portrait de Jules Dalou par Auguste Rodin. Gustave Courbet sur une plage du lac Léman. Émigrant. Portrait du comte d'Argus par Daumier. Celui qui représentait le roi Louis-Philippe Ier avec sa tête de poire. Cette œuvre illustrant l'amour date de 1918. Au chant de Christos Stanchev. Le même nous offre le portrait de cette jeune fille. Toujours Christos Stanchev, Printemps. Femme romaine. Fille au costume oriental. Lacatnique. Et voici Job. Et évidemment, tu peux avoir froid à sortir nu comme ça. La mosquée de Plovdiv. Je rappelle que Plovdiv, ou Philippopolis, est la seconde ville de Bulgarie et la plus ancienne ville d'Europe. Près de Silistra. Silistra se trouve le long du Danube que nous apercevons. Il va bientôt infléchir sa course vers le nord, vers son delta en Roumanie. Le Danube pris dans les glaces près de Silistra. Les chrysanthèmes. L'hiver sur le mont Vitosha. Voici un gymnaste dû à un artiste croate, Robert Frances Mijanović.
Ce tableau m'intéresse tout particulièrement. Il s'agit du parc maritime à Varna. Varna, troisième ville de Bulgarie, possède comme Bourgas un parc maritime absolument sensationnel. J'ai dû faire ça aussi. Mademoiselle Paulette. Portrait de ma mère de Tseno Todorov en 1910. Portrait d'un professeur de littérature. Portrait de la poétesse Dora Gabé, 1930. Portrait de Yana Yazova, qui était autrice. Tête du professeur Alexander Balabanov. Femme de l'artiste Nicolas Mihailov. Tête de femme. L'anneau de fiançailles. Idole, 1915. Pareil. Portrait du docteur Donna Razeva Lazarova. Ici, il y a même du braille. Valentina Donni. Portrait d'homme, Radulov. Satyre et nymphe. Portrait de Petko Todorov. Portrait de Maria Vinarova. Buste de vieil homme. J'ai cru que c'était de Bourdelle, mais non. C'est de Andreï Nikolov. Cette œuvre également est de lui. Comptez les rides. Les feuilles d'automne tombent. Nocturne. Madone. Nu de Ganouchev. Maria Mitova. Femme nue aux chrysanthèmes. Oui, ils sont très beaux, les chrysanthèmes. Portrait féminin. Voilà une coupe quelque peu généreusement offerte au regard. Dimitar Michev. Dragan Danailov était artiste lui aussi. Buste de jeune femme romaine. La symphonie de la mer. Je passe un peu vite. Apparemment, le troisième étage est inaccessible.
Voilà, on aura vu les 2 tiers du musée, c'est déjà ça. Vous faisiez peut-être une indigestion de peinture. 17h30, le musée s'illumine. Comme il ferme à 18h, je ne sais pas si j'aurais eu le temps de tout voir. Certaines œuvres sont ici intéressantes, d'autres m'ont semblé un peu douteuses. S'il y a bien un musée que je voudrais voir, c'est le musée de la ville de Sofia, le musée de son histoire. Dans les établissements balnéaires en face des halles. Je suis revenu dans le musée car mon pote bulgare me dit qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Ce sont les œuvres exposées à l'extérieur, sans doute. Il y en a ici aussi. En effet. Faisons un petit tour d'horizon de ce bonus. Elle est bien popotelée.
Pas le temps de détailler, excusez-moi. J'ai l'impression de ne pas apporter à ces œuvres le soin qu'elles méritent, car je suis obligé de courir un peu, car on se rapproche de l'heure de fermeture. Je n'aurais pas vu la dernière salle, ça ferme. Par là non plus, je l'ai pas vue.
Je suis content de ne pas avoir loupé ça. Le musée est en fait beaucoup plus grand qu'on ne l'imaginait. Voilà, cette fois, c'est la vraie fin. Les œuvres de Zograff sont donc exposées pour la plupart dans la Galerie nationale. L'autre, en fait, celle qui fait les expositions temporaires. À présent, nous allons faire une petite déambulation nocturne dans Sofia. Manque encore à mon palmarès le musée des icônes de la cathédrale Alexandre Nevski, qui est très réputé. J'avais trouvé lors de ma première visite que l'intérieur d'Alexandre Nevski mériterait un bon décrassage. J'espère que c'est en cours. Le clocher. Mon ami bulgare me dit qu'aux dernières nouvelles, l'intérieur de la cathédrale est toujours très sombre. C'est vraiment dommage. Contrairement à la cathédrale du Saint-Dimanche, où les fresques sont magnifiques. Et là, l'église Sainte-Sophie. J'ai toujours dit que je préférais la cathédrale de chevet ou sur le flanc, mais la façade, ça me plaît moins. L'entrée de l'église Sainte-Sophie. La tour blanche, vous vous souvenez? Finalement, voilà qu'elle se met à me plaire maintenant. Comme quoi mes appréciations sont à géométrie variable. Peut-être que j'étais grincheux quand je l'ai vue la première fois. Un restaurant arménien. Et là-bas au fond, c'est l'église russe. Serait-ce un cabinet médical? Il y a des quartiers crasseux à Sofia, mais il y a aussi de belles choses, comme vous voyez. Dans le parc à côté, il y a, semble-t-il, un très beau bâtiment. Nous sommes le 24 janvier, mais il y a encore des illuminations dans le parc. Nous nous avançons vers un palais à colonnes. Serait-ce le palais de justice? Dans ma mémoire, c'était ainsi. Ce n'est vraisemblablement pas le palais de justice, même s'il y a un air de ressemblance. Tout là-bas, le théâtre Ivan Vazov, vous vous souvenez? Beau bâtiment baroque, architecte suisse. Donc voilà, mon ami bulgare me dit que c'est le Parlement.
On aperçoit le dôme de l'ancienne mosquée qui abrite désormais le musée d'archéologie. J'adore le blason de la Bulgarie. Et voilà le musée d'archéologie, ancienne mosquée. Résidence de la République bulgare. Eh bien, je ne pourrais pas être accueilli parce que justement la semaine dernière, il a démissionné, le président. Je pense. Une banque. La cathédrale du Saint-Dimanche, que vous reconnaissez, avec ses fresques stupéfiantes également. Moi, je les ai beaucoup aimées, plus que Alexandre Nevsky. Vous reconnaissez la rotonde Saint-Georges également. Il est vraiment curieux de penser que tous ces bâtiments si anciens sont encerclés par des constructions du XXe siècle. Voilà, depuis Sveta Nedelya, on peut voir le vrai palais de justice. Et vous voyez qu'il a des colonnes. Pour ça que j'ai fait cette confusion. Encore un beau bâtiment. Mon pote bulgare m'a soufflé, c'est le synode, mais c'est pas du tout le synode, excusez-le, il boit. Sûrement du vin de Melnik d'ailleurs. Le synode se trouve à côté d'Alexandre Nevsky. Mais en tout cas, ce bâtiment est quand même très beau. Quand on pense que la première cathédrale ici avait été victime d'un attentat dans les années 1920, un attentat communiste. Il s'agissait de tuer le tsar et ça a loupé complètement, mais il y a quand même eu des gens tués. Le palais de justice, c'est le début du boulevard Vitosha, les Champs-Élysées de Sofia. Comme au palais de justice de Rouen, il reste des impacts des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de restaurants à Vitosha. Un boulevard Vitosha. Un petit repas en vue, je vous donne rendez-vous demain pour le festival Surva à Pernik, la fête des Koukéris.